Eugène Muller. Le papillon bleu. Je feuilletais dernièrement un manuscrit latin datant du XIe ou XIIe siècle, dans lequel un écrivain anonyme a réuni pêle-mêle toutes sortes de fragments historiques, ou prétendus historiques, qu'il a empruntés, dit-il, à de très anciens auteurs, dont il indique les noms, mais qu'on ne trouve guère cités autre part et dont les écrits se seraient perdus. Ce qui suit est attribué par le compilateur à un certain Favorinus, sur Pédo, qui aurait vécu à la fin du IIe siècle de notre ère. Je traduis. Un jour, dit Favorinus, mon ami Marcus Pollio, qui par sa mère prétendait appartenir à l'illustre lignée des Fabius, me montra la copie d'une lettre écrite jadis par le grand Fabius, dit Contactor, le temporiseur, qui fut l'habile adversaire d'Hannibal. Cette lettre est adressée par le célèbre dictateur romain à l'une de ses arrière-petites-filles, Fabia Sulpicia. Je l'ai transcrite et la voici. Je suis vieux, bien vieux. Avant de m'en aller rejoindre au sombre rivage les anciens Fabius, mes vieux, je veux, chère petite Sulpicia, te raconter un des souvenirs de mon enfance que je n'ai encore raconté à personne. Tu verras pourquoi. En ce temps-là, je pouvais avoir une dizaine d'années. Ma tante Marcella, sœur aînée de ma mère, avait le titre de grande Vestale. Tu sais, ma chère enfant, que les Vestales sont de nobles filles qui consacrent leur existence à entretenir dans le temple de Vesta, déesse du feu, le foyer qui ne doit jamais s'éteindre, parce qu'il est regardé comme l'image de l'empire que les Romains sont appelés à exercer sur le reste du monde. Tu sais peut-être aussi que, en retour du zèle qu'elles montrent à l'accomplissement de cette tâche sacrée, les Vestales sont tenues par tous en grand honneur. On dépose entre leurs mains les actes les plus importants. Beaucoup de citoyens notables leur confient leur testament. On les appelle, comme arbitres souveraines, pour rétablir la paix dans les familles, pour réconcilier des ennemis, pour protéger le faible et désarmer l'oppresseur, et nul n'oserait rester sourd aux conseils qu'elles donnent. Quand elles vont par la ville, sur leurs chars attelés de 2 chevaux blancs, précédés comme les plus hauts magistrats du licteur armé de la hache, chacun leur cède le pas, chacun s'incline respectueusement devant elles. Si un condamné à mort se trouve en leur chemin, elles ont le droit de lui faire grâce, à la seule condition d'affirmer par serment que cette rencontre est due au hasard. Or, ce cas, même en justice, leur simple parole a force de serment. Il y a 6 Vestales, la plus ancienne de ces prêtresses, préside au culte de la déesse avec le titre de grande Vestale. Ma tante Marcella était alors investie de cette dignité. Ma tante Marcella, qui d'ailleurs était la bonté même, me témoignait une amitié d'autant plus vive que je lui semblais avoir grand besoin d'affection pour compenser une sorte de défaveur dont elle me voyait être l'objet. J'étais né avec une certaine lenteur ou difficulté de compréhension qui impatientait parfois mes parents eux-mêmes. Mes camarades, dont il me plaisait peu de partager l'agitation, les jeux bruyants, et envers qui j'étais toujours plein d'une facile docilité, me jugeaient sot, pour ne pas dire stupide. Ils m'avaient surnommé la petite brebis. Ma bonne tante m'appréciait autrement. Je crois encore l'entendre dire un jour à mon père, qui s'affligeait, s'inquiétait de mon état. « Laissez passer le temps, laissez venir l'occasion, mon frère. Sous cette apparente pesanteur d'esprit, je crois voir, moi, se former un caractère ferme, prudent, bien réfléchi. Sous ces dehors paisibles, je vois un profond sentiment de droiture, qui n'exclura pas, au cas échéant, le vrai courage et la noblesse d'âme. Vous verrez, mon frère, vous verrez que la vieille famille des Fabius n'aura pas à rougir de ce rejeton-là. » Ainsi parla ma tante Marcella, et comme je ne suis pas tenue d'affecter avec toi, ma bien-aimée fille, une fausse modestie, je crois pouvoir dire que les actes de ma longue vie n'ont pas trop démenti les prévisions de la digne femme, qui savait si bien me comprendre et me chérir. Quand ma mère et moi, nous allions la voir au temple de Vesta, qu'elle habitait, il n'était marque de tendresse qu'elle ne me donna. Pendant une maladie assez grave que je fis, elle venait chaque jour passer des heures auprès de moi, et sa joie fut grande quand elle eut la certitude de ma guérison. Aussi, comme je l'aimais, je trouvais un vrai plaisir à faire tout ce qu'elle me conseillait ou me commandait. Par contre, il ne me souvient pas de lui avoir demandé quelque chose qu'elle m'ait refusé quand il lui était possible de me l'accorder. Aussi ai-je toujours vénéré la douce mémoire de ma tante Marcella.
En ce même temps vivait dans un des quartiers populeux de la ville un ancien esclave, d'origine samnite, que mon père avait affranchi en récompense d'un acte de dévouement tout particulier et qui nous en avait gardé une grande reconnaissance. De son nom d'ancien esclave, il s'appelait Tirsius, auquel il avait, comme de coutume, ajouté le nom et le prénom de mon père, qui lui avait donné la liberté. Marié et père de 2 enfants, il gagnait largement sa vie et celle des siens en fabriquant des outils et instruments pour les travaux champêtres. Il en avait un grand débit, parce qu'il les confectionnait avec autant de soin que d'habileté. Toujours empressé à ce qui pourrait être agréable à son ci-devant maître, il apportait fréquemment à mon père quelques produits de son industrie, et il avait fait spécialement pour moi, sous des dimensions réduites, un assortiment d'outils de jardinage qui était devenu mes jouets préférés. Un de mes grands plaisirs était d'aller chez Tirsius pour le regarder travailler, et chaque fois que j'entrais dans sa maison, c'était à qui, du père, de la mère et des enfants, me témoignait le plus d'égard et d'attention. J'avais donc maintes raisons pour aimer beaucoup cette brave famille qui me faisait toujours un si bon accueil. Or un matin, la femme de Tirsius arriva tout en larmes chez mon père et lui apprit que son mari venait d'être emprisonné comme accusé d'avoir tué d'un coup de marteau, pendant la nuit précédente, un homme de son quartier qui exerçait le même métier que lui. « Cet homme a été trouvé mort dans une rue voisine, » dit la femme, « et l'on prétend que mon mari, le rencontrant, l'a tué par jalousie de profession. Cette nuit, en effet, Tirsius est revenu très tard de la campagne où il était allé, nanti de quelques outils, réparé des instruments de labour. Mais vous le connaissez, vous savez sa douceur, le croyez-vous capable d'avoir commis un crime ?» Et la pauvre femme sanglotait. « Assurément, il y a erreur, » lui dit mon père, qui avait toujours tenu Tirsius en grande estime, et qui sortit aussitôt avec elle pour aller user de tout son crédit auprès des magistrats en faveur de l'accusé, dont l'innocence ne faisait aucun doute en son esprit. Ce que je venais d'entendre, en voyant les pleurs de cette malheureuse, m'avait jeté dans une véritable consternation. Je me mis ensuite à réfléchir sur cette triste affaire, et pour la première fois, il me sembla qu'une lumière inaccoutumée éclairait mes pensées. Pour la première fois, je crus sentir que je raisonnais, comme jamais encore je n'avais raisonné. Tirsius, accusé d'un crime accompli par colère, par jalousie, lui que j'ai toujours trouvé si doux avec les siens, lui chez qui je n'ai jamais remarqué le moindre mouvement d'emportement, lui que j'ai vu se borner à sourire, un jour qu'un grossier passant l'insultait de la plus blessante façon, non, Tirsius n'est pas coupable. L'intervention de mon père va tout aussitôt détruire cette accusation. Mais ensuite, ayant conscience que je n'étais qu'un enfant, considéré d'ailleurs comme peu intelligent, comme manquant de compréhension, je me pris à douter de la valeur de mes réflexions. « Sais-je bien voir, bien entendre les choses ?» me demandai-je, et ne sachant à quelle opinion m'arrêter sur moi-même, j'éprouvai un douloureux embarras à l'idée que cet homme que j'aimais pouvait être cependant un détestable criminel. Mais voilà que certain fait me revint en mémoire. Un jour, me rappelai-je, un jour que j'étais dans son atelier, le regardant qui, assis près d'un gros bloc de bois, achevait un manche de houx, entre nous deux vint voltiger un tout petit, tout frêle papillon aux ailes bleues poudrées d'or. « Est-il joli » s'écria Tirsius, qui s'arrêta de travailler pour contempler le papillon. « Oh oui » fis-je. Et comme j'avançai la main pour tâcher de le saisir, « Laissez-le, je vous prie » s'empressa de reprendre Tirsius. « Ne lui faites point de mal, il est si heureux de vivre. » Je cessai donc ma poursuite, mais effrayé par le geste que j'avais fait, le petit papillon bleu avait donné dans une toile d'araignée où il se débattait. Aussitôt, Tirsius se leva, et bien vite il prit délicatement le pauvret qu'il dégagea de ses entraves, puis il alla vers la porte, et ouvrant ses doigts dans un rayon de soleil. « Va, mon mignon, dit-il, va jouir de la belle liberté. » Et tous deux, nous restâmes, suivant des yeux le petit voltigeur qui s'éloignait joyeux. En retrouvant ce trait de bonté, il me parut démontrer que je ne pouvais plus garder aucune indécision sur l'innocence de Tirsius. Je me disais, je me répétais que celui qui avait ainsi respecté la vie, la liberté d'un infime animal, ne pouvait être le meurtrier de son semblable. Et cette réflexion me paraissait si absolument juste que je croyais, par cela même, sentir naître dans mon cœur d'enfant une force grande, une force d'homme, pour soutenir au besoin que Tirsius n'était pas, ne pouvait pas être coupable. Ainsi s'était formée en moi une conviction que rien, me semblait-il, ne devait réussir à me faire abandonner. Mais que pouvait la conviction d'un enfant de 10 ans contre celle des hommes chargés de juger ce malheureux? De quel effet eût été sur eux ce souvenir qui me paraissait à moi si touchant, si persuasif? Je comprenais bien qu'il aurait ri de mon petit papillon bleu, et je me gardais bien d'en parler,
mais je persistais dans l'entière certitude qu'il avait mise en moi. De jour en jour, mon père, qui ne perdait pas de vue la cause de son affranchi, semblait de plus en plus dérouté par la tournure que prenait cette affaire. « Je m'y perds, disait-il. Plus on cherche, plus les preuves s'accumulent contre lui. » Et l'on voyait bien que des doutes sérieux le gagnaient peu à peu. Un soir enfin, revenant du forum, il nous dit qu'il n'y avait plus rien à tenter pour Tirsius. Il venait d'être condamné au supplice des esclaves, c'est-à-dire à mourir sur la croix, après avoir, comme de coutume, subi la flagellation. Cette sentence devait être exécutée dans une huitaine de jours. Plus rien à tenter, répétai-je en moi, et fermant péniblement les yeux, pour arrêter mieux mes réflexions sur cette terrible situation, il me sembla voir le petit papillon bleu, qui voletait libre et gai, plein de vie, alors que Tirsius allait mourir de la plus cruelle mort. Plus rien à tenter, avait dit mon père, mais tout ému, tout navré, mon cœur d'enfant disait « Est-il donc vrai que plus rien ne puisse être fait pour sauver cet innocent ?» Et voilà enfiévrée cette petite tête, qui depuis peu s'était sentie devenir forte pour le travail des pensées. 6 jours plus tard, un de mes jeunes camarades et moi, nous nous rendions ensemble au temple de Vesta, où nous trouvions le bon accueil que me faisait toujours ma chère tante Marcella. « Tu as l'air bien joyeux, me dit-elle, après m'avoir embrassé. J'aime à te voir ainsi. »« Je le sais, lui dis-je. Je suis joyeux parce que j'ai l'assurance que tu ne vas pas refuser ce que mon ami Tullius et moi nous venons te demander. »« Qu'est-ce donc, mes enfants ?»« Écoute, tante Marcella, nous sommes 8 ou 10 petits amis à peu près du même âge, qui avons résolu de faire entre nous, par jeu, une course pédestre, comme en font les hommes. Il a été convenu que le vainqueur recevra une couronne d'herbe, comme les donnaient les anciens Romains, et que pendant toute l'année nous le reconnaîtrons pour notre chef. Voilà qui est très bien pensé, mes enfants. Je suis aise de voir que tu prends goût aux exercices de ton âge. Mais en quoi puis-je... Attends, bonne tante, tu vas voir. Nous nous sommes dit que nous ne pouvions, pour cette course, être nous-mêmes juges de la victoire et couronner le vainqueur de nos propres mains. « Ah, je comprends !» s'écria la chère femme en souriant. « Et vous avez songé à tante Marcella ?»« C'est moi, lui dis-je, qui l'ai proposé à mes amis, et ils ont accueilli mon idée avec joie. Pense donc, être proclamé vainqueur, être couronné par une Vestale, par la grande Vestale même. Quel honneur! Mais plusieurs d'entre eux prétendaient que tu ne voudrais pas. Alors j'ai dit à Tullius, « Viens, nous allons le savoir. » Et nous sommes venus. « Pourquoi refuserais-je si cela peut surtout faire plaisir à mon petit Fabius ?» reprit ma tante. « Mais où aura lieu cette course ? Au bas du mont Esquilin. Au-delà du champ Sestercien, à gauche de la voie Tiburtine, aboutit un long chemin droit d'environ 600 pas. C'est l'endroit que nous avons choisi. »« Bien, mais quand ? » ?»« Demain à midi. J'y arriverai un peu avant cette heure-là, avec une de mes compagnes. À demain, tante Marcella. » Et tout heureux, tout fiers, nous quittâmes le temple pour aller redire à nos camarades l'entretien que nous venions d'avoir avec la grande Vestale. Le lendemain, groupés à la jonction du chemin droit et de la voie Tiburtine, nous attendions avec quelque impatience la venue des 2 prêtresses, car l'heure dite était passée. Mais enfin parut le char aux 2 chevaux blancs, précédé du licteur, la hache sur l'épaule. Quand il s'arrêta près de nous, « Que la bonne déesse vous protège, mes enfants !» dit ma tante Marcella d'une voix émue. « Sans vous en douter, vous êtes cause que 2 de ces filles viennent d'avoir une grande et douce joie. »« Qu'est-ce donc ?» demanda Tullius. « Comme nous longions le champ Sestercien, où une foule était rassemblée autour d'une des croix qui y sont toujours dressées, une femme et beaucoup d'autres gens sont venus à nous en criant « Grâce, grâce, ô chaste prêtresse, faites grâce !» Et il nous montra un malheureux que l'on venait de lier pour le flageller avant de l'attacher à la croix où il devait mourir. Aussitôt, les 2 filles de Vesta ont dit ensemble « Qu'on le délie et qu'on le laisse libre, nous le voulons !» Alors, un des triumvirs capitaux, qui était là pour présider à l'exécution, s'est avancé. « Vous jurez, chaste prêtresse, nous a-t-il dit, que cette rencontre est due au hasard ? » « Nous le jurons par Vesta, avons-nous répondu en étendant la main. L'homme a été délié, et nous avons suivi notre route. Pendant que ma tante Marcella parlait ainsi, j'éprouvais une sorte d'heureux étourdissement, et je voyais, ou croyais voir, le petit papillon bleu qui voltigeait autour de moi, et je croyais l'entendre murmurer à mon oreille. « Tirsius est libre comme moi. » La course eut lieu, Tullius en fut le vainqueur. Et ni mes camarades, ni ma tante Marcella, ni sa compagne, dont il importait, sous peine du plus grand, du plus fâcheux scandale, que la bonne foi ne pût être mise en doute, ni personne ne sut jamais que, pour cette aventure,
tout avait été imaginé par un enfant qui, peu auparavant, était encore regardé comme d'esprit lourd, de compréhension lente et difficile. C'était lui qui, son plan bien fixé, avait suggéré à ses camarades l'idée de la course et du couronnement par la grande Vestale. C'était lui qui en avait choisi l'endroit, parce qu'en y venant la grande Vestale devait longer le champ sestercien, lieu ordinaire du supplice des esclaves. C'était lui qui, s'étant informé du jour, de l'heure de ce supplice, en avait fait le jour et l'heure de la course, en se disant qu'au passage de la prêtresse, la femme, les enfants, les amis, venus pour assister le malheureux, recourraient certainement au droit de grâce dont les Vestales ont le privilège. En réalité, le moindre détail manqué ou inobservé pouvait rendre tout inutile, mais les dieux cléments voulurent que tout réussît selon les espérances de l'enfant. Le bon, l'honnête Tirsius ignora toujours, lui aussi, ce qu'il devait à sa bonté, à sa compassion pour le petit papillon bleu. « Honnête, dis-je, oui, autant honnête que bon, car quelques mois plus tard, on acquérait la preuve que l'homme qui avait été son accusateur le plus acharné était lui-même l'auteur du crime pour lequel Tirsius avait été condamné et avait failli mourir. Ces choses datent de si loin qu'il n'y a plus maintenant aucune raison de les garder secrètes. Et si je te les ai racontées, c'est pour que le petit papillon bleu, voltigeant dans ton souvenir, comme il a si souvent voltigé dans le mien, te dise, te répète ce que je t'ai dit et répété bien des fois, sois bonne, Sulpicia, sois bonne.